Puisque vous êtes impatient, nous recevons aujourd'hui Madame Agnès Diallo qui, depuis le 16 mars dernier, exerce la fonction de directrice exécutive de l'Agence européenne chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est également appelé EU-LISA. Madame la directrice exécutive, nous sommes très heureux de vous accueillir, très curieux d'avoir votre avis sur le fonctionnement de cette agence discrète, mais essentielle à la coopération européenne dans le domaine policier, judiciaire et des gestions financières. En pratique, EU-LISA, qui existe depuis 2011 et a bénéficié d'un mandat élargi en 2018, assure la gestion opérationnelle de 3 systèmes d'information créés pour permettre la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Le premier est le système d'information Schengen 6.2, créé en 1995 et récemment modernisé, qui permet aux autorités judiciaires, policières et douanières d'échanger toutes les informations utiles sur les personnes recherchées en vue d'une arrestation, sur les personnes disparues, sur les personnes interdites de séjour ou encore sur les véhicules et objets servant de preuve dans une procédure pénale. Le deuxième système est le système d'information sur les visas, VIS, qui facilite la délivrance des visas dans les pays de l'espace Schengen et permet d'identifier les ressortissants de pays tiers voyageant avec un visa frauduleux. Le troisième est la base Eurodac, qui recense les demandes d'asile dans l'Union européenne et qui est en cours de réforme dans le cadre du nouveau pacte sur la migration et l'asile. En pratique, l'agence exerce toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes. Elle disposait pour cela d'environ 296 millions d'euros de budget en crédit de paiement en 2022 et de 3 sites géographiques, un siège à Tallinn, un site opérationnel à Strasbourg et un site de secours en Autriche, à San Johann im Pongo. Je veux ensuite souligner que l'agence EU-LISA est au cœur du développement de nouveaux systèmes d'information ambitieux, d'une part, pour améliorer la surveillance des frontières, et d'autre part, pour améliorer la coopération judiciaire européenne. En matière de coopération judiciaire, on peut citer la création du système e-Codex, qui doit faciliter les échanges entre juridictions dans le cadre des procédures civiles et pénales transfrontières. On peut aussi mentionner la conception prévue d'une plateforme de collaboration au bénéfice des équipes communes d'enquête qui sont constituées par les autorités compétentes d'au moins 2 États membres pour mener certaines enquêtes pénales. En matière de gestion et de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, EU-LISA supervise la mise en place de 2 systèmes d'information qui s'inscrivent dans le projet de frontières intelligentes qui avait été présenté par la Commission Juncker. Le premier système est le système dit d'entrée-sortie, qui doit enregistrer les ressortissants de pays tiers voyageant dans l'Union européenne pour un court séjour, mais aussi détecter ceux qui auraient fait l'objet d'un refus d'entrée dans l'Union européenne. Le second système, qui s'inspire de l'autorisation de voyage américaine ESTA, est le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, le système ETIAS. Il concerne les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa lors de franchissement des frontières extérieures et doit permettre, sur la base d'un formulaire rempli par les intéressés, d'évaluer si leur entrée dans l'Union européenne représente ou non un risque de sécurité ou un risque sanitaire. L'action de l'agence EU-LISA est aussi indispensable au bon fonctionnement de la coopération européenne en matière de justice, affaires intérieures, ce qui m'amène, Madame la Directrice, à vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, face à ces chantiers d'importance, votre agence dispose-t-elle des moyens de ses ambitions? En particulier, dispose-t-elle de l'expertise nécessaire en ingénierie informatique ou sous-traite-t-elle ces tâches? Par ailleurs, eu égard à la sensibilité des systèmes d'information dont vous assurez la gestion opérationnelle, quels sont les garde-fous qui existent au sein de votre agence, à la fois pour recruter et employer des personnes compétentes et dignes de confiance, et pour faire face aux risques éventuels de fuite de données? Pouvez-vous aussi nous confirmer que l'agence EU-LISA est bien armée contre les cyberattaques? Je rappelle qu'en mars 2022, la Cour des comptes de l'Union européenne avait estimé que le niveau de préparation des institutions et des agences européennes face aux incidents de cybersécurité était globalement insuffisant. Enfin, cela ne sera pas une surprise, ma dernière question concerne un sujet de préoccupation majeur pour l'ensemble des autorités françaises à l'aube des Jeux olympiques de 2024. Il s'agit de l'entrée en fonction des systèmes entrée-sortie et du système ETIAS. J'ai d'ailleurs interrogé le gouvernement à ce sujet. La mise en œuvre de ces systèmes a déjà fait l'objet de plusieurs reports. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
Ne faut-il pas désormais reporter cette mise en place à septembre 2024? Je vous remercie. C'est à vous. Merci. Et ensuite, nos collègues pourront s'exprimer sur Très bien. Merci. Qui a un rôle, je le pense en tout cas, assez central dans les institutions européennes et dans la sécurité et l'attractivité de l'espace Schengen. Permettez-moi de commencer par me présenter. Donc, je suis Agnès Diallo, je suis la directrice exécutive de l'agence et j'ai pris mes fonctions récemment, à la mi-mars de l'année dernière, de cette année, pardon, de 2023. Auparavant, j'avais travaillé dans l'industrie du digital, notamment pendant 10 ans. J'ai à la fois travaillé chez un géant européen des services du numérique et plus récemment dans une entreprise bien connue. C'est une institution française, l'ancienne imprimerie nationale qui est maintenant le groupe IN, qui est un spécialiste européen de l'identité et en particulier de l'identité digitale. Et ces deux sujets sont des sujets au cœur de l'activité de l'agence. Parmi mes références, notamment au service de la France, il y a de cela maintenant 2 ans, mes équipes et moi-même avions participé à la construction et à la gestion opérationnelle du système TAC-Vérif, qui servait à la vérification du pass Covid lors de l'ouverture de l'économie après la pandémie, et aussi à la mise en œuvre du certificat Covid européen, qui avait permis, à partir du certificat national, d'ouvrir les frontières et de rouvrir les voyages au moment où cela était tout à fait nécessaire. Donc mon expérience, elle est assez longue, j'allais dire, avec la mise en place de systèmes d'information à grande échelle. Et à ce titre, j'aimerais souligner qu'à chaque fois que ces systèmes sont mis en place, plusieurs thématiques sont importantes. D'abord, la capacité de cyber-résilience à travers la construction de capacités fortes de ces systèmes de cybersécurité. Et aussi le respect des données avec la stricte application du cadre réglementaire de la RGPD. Et ces deux préoccupations restent des piliers importants de l'activité et sont au cœur de l'activité de l'agence parce qu'elle déploie et elle opère des infrastructures tout à fait structurantes et tout à fait significatives pour la sécurité de l'espace européen. Vous avez rappelé, je crois, de manière assez extensive, hein, les missions de l'agence. Elle est chargée par son mandat qui a été renouvelé en 2018 d'assurer la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au cœur de l'espace Schengen. Elle a aussi, depuis 2018, de nouvelles missions qui se sont élargies et qui ont vocation à conduire au développement de nouveaux systèmes, le système entrée-exit, le système aussi ETIAS, qui est un système de prévalidation des voyageurs, des représentants de pays tiers exempts de nécessité de visa en Europe, ainsi qu'un certain nombre de composants dits interopérables, dont la connexion permet de construire ce qui s'appelle l'architecture d'interopérabilité, qui a vocation à permettre aux différents systèmes de sécurité et aussi d'attractivité de différents pays de l'espace européen de se conjoindre et d'améliorer plus d'efficacité pour les gardes-frontières, mais aussi pour les policiers, et d'une manière générale d'améliorer l'attractivité de l'espace Schengen. Pour partager un chiffre, l'espace Schengen l'année dernière a connu plus de 600 millions de voyageurs. C'est l'espace régional le plus attractif au monde, devant les États-Unis et devant la Chine. Et donc c'est une position qu'à travers les activités de l'agence, nous avons vocation à renforcer et à développer, j'allais dire. Depuis ma prise de fonction, les priorités, elles ont été, j'allais dire, d'établir et de continuer à assurer le bon fonctionnement de l'agence, à la fois sur ses activités opérationnelles et sur ses activités nouvelles de développement, qui, comme vous l'avez dit, étaient dans une situation de blocage. Et au cours de notre conversation, vous m'avez interrogé sur ce point. Je partagerai avec vous les actions qui ont été mises en œuvre. D'abord les constats et les actions qui ont été mises en œuvre depuis pour permettre un déblocage de la situation et qu'on puisse aller de l'avant, en particulier sur le système entrée et sortie, qui est le socle de l'architecture d'interopérabilité et la vision interopérable au cœur de la vision européenne. Sur les moyens humains, financiers et technologiques, sur lesquels vous m'avez interrogé.
L'agence a aujourd'hui environ 350 collaborateurs en propre. Elle bénéficie de la possibilité de, évidemment, s'appuyer sur des expertises techniques à l'extérieur de l'agence. Et son budget, vous l'avez rappelé, il était autour de 290 millions, un tout petit peu moins en 2023, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors, sont-ils suffisants? On peut toujours faire mieux et on peut toujours élargir, je pense, le cadre et des ressources. Mais avec les ressources dont elle dispose aujourd'hui, à la fois en termes de compétences techniques, en termes de compétences clés, notamment des compétences d'architecture, des compétences de gestion de produits, des compétences d'orchestration des projets qui sont vraiment centrales pour ces activités, mais aussi des compétences d'exploitation de systèmes d'information. Il me semble qu'elle parvient à remplir de mieux en mieux ses missions. Et j'en veux pour preuve qu'il y a de cela uniquement quelques semaines, en fait, il y a eu les résultats du questionnaire de satisfaction dit client, qui est rempli par les États membres qui sont utilisateurs de nos services, et que les résultats étaient d'une satisfaction supérieure à 90-95% sur l'ensemble des systèmes dont nous avons la responsabilité aujourd'hui, ce qui est pour moi le témoin du fait que ces activités sont reconnues pour leur valeur, leur stabilité et leur bonne contribution aux missions qui sont confiées à l'agence. Maintenant, bien sûr, il faudrait que, pour accompagner sa croissance, elle continue de se développer sur des sujets qui sont centraux. Vous avez cité notamment la partie, les compétences en termes de cybersécurité. Depuis l'année dernière, il me semble peut-être même l'année d'avant, mais très certainement depuis l'année dernière, des nouvelles possibilités de renforcer ces compétences ont été ouvertes en discussion avec la Commission et le Parlement, et nous avons déjà recruté un certain nombre de collaborateurs qui permettent de venir renforcer très directement, et on a construit une équipe de cybersécurité qui est très reconnue au sein des institutions et qui fait référence d'ailleurs dans le métier sur ce sujet-là. Donc on se renforce sur cette partie-là. Sur la partie, sur les sujets qui ont trait à la protection des données et au RGPD, nous avons aussi le cadre réglementaire qui est strictement mis en œuvre et qui est strictement, comment dire, j'allais dire, respecté, et nous sommes accompagnés par le IDPS, dont la traduction en français est le contrôle, exactement, merci pour la traduction, en charge le contrôleur européen en charge de la protection des données, avec lesquels nous avons des audits réguliers qui sont conduits. Nous avons aussi une personne en charge, une équipe en charge de la protection des données au sein de l'agence, qui intervient à la fois sur les mécanismes de contrôle interne, mais aussi sur leur mise en œuvre opérationnelle dans chacun des déploiements et des développements que nous faisons. Voilà pour un première. Oui, merci Madame la directrice. J'aurais quelques questions. D'abord sur le système, sur la mise en œuvre du système ETIAS et entrée-sortie Schengen, qui sont effectivement lancés depuis longtemps et pour lesquels on a vu plusieurs reports de mise en œuvre. Et alors que ce sont des systèmes qui ont vocation à fonctionner ensemble, il y a eu une décision de découpler la mise en œuvre de l'un par rapport à la mise en œuvre de l'autre. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu où se prennent ces décisions? Est-ce que c'est des décisions politiques ou est-ce que ce sont des décisions techniques? Et où se trouve en réalité la difficulté qui fait qu'on reporte systématiquement la mise en œuvre des deux et que ça a été découplé? Et d'une manière un peu plus précise sur ce système ETIAS, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui sera demandé aux personnes et ce qui sera formellement demandé aux personnes qui demanderont cette autorisation, l'ensemble de leur nationalité? Je m'entends, si je pose la question, c'est parce que je suis très préoccupé par une chose, c'est par les personnes qui sont binationales et qui se verraient refuser le dispositif ETIAS s'ils annoncent qu'ils ont une nationalité européenne sans avoir de passeport qui va avec, parce qu'ils utilisent un autre passeport. Et donc, en fait, c'est important de savoir si
on demandera aux personnes la liste de l'ensemble de leur nationalité lorsqu'elles demanderont une autorisation. Et enfin, sur la prise de décision derrière, la manière dont les choses sont prises, est-ce que c'est une décision européenne ou est-ce que c'est une décision qui sera liée au pays de première entrée qui sera annoncé dans le formulaire? Et est-ce que l'origine de la décision sera bien précise s'il y a un refus? Sur un autre dispositif, sur le dispositif qui a été accordé, on a travaillé dessus il y a quelques semaines en commission et ça a été validé il n'y a pas très longtemps au Conseil, c'est-à-dire le e-visa. J'imagine que c'est vous aussi qui allez vous en occuper. La discussion est encore en cours. Ah d'accord, donc c'est pas encore. Pas validé encore. C'est pas encore validé, d'accord. Donc j'émettrai pas cette question. Enfin, une dernière question sur Eurodac. Je constate qu'au minimum en France, on a une difficulté avec Eurodac. C'est la question des bornes et de leurs coûts et de leur disponibilité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour que finalement les bornes Eurodac soient utilisables, enfin que Eurodac, les terminaux Eurodac soient pas chers et disponibles en plus grand nombre? Merci pour vos questions. Je vais commencer, si vous voulez bien, par la situation d'ensemble qui prévalait au moment de mon arrivée, j'allais dire, sur le système entrée-sortie. Ce système, il est important parce qu'il est le socle de l'interopérabilité européenne. Et donc, c'est sur ce fondement-là que viennent se construire les autres systèmes, et notamment le système ETIAS, qui a vocation, comme vous le disiez, à, j'allais dire, pré-enregistrer et pré-valider la demande d'accession à l'espace Schengen des représentants de pays tiers qui sont exempts de demande de visa. Ce qu'il faut également que je précise, si vous me le permettez, c'est que ces systèmes sont construits à travers leur socle réglementaire, à travers leur socle légal, d'une manière combinatoire. C'est-à-dire que le second système utilise des éléments du premier et le troisième des éléments du second. Donc ils sont vraiment liés dans une chaîne de construction. Ce qui fait que quand des difficultés sont rencontrées sur l'un ou sur l'autre, par un effet de domino, elles se cascadent sur l'ensemble de la chaîne. Et cette précision est importante, j'allais dire, parce que c'est aussi un des éléments de l'explication du pourquoi le retard. Mais ce n'est pas le seul. En fait, à mon arrivée, à ma prise de fonction, je pense que la décision qui a été soulignée par l'ensemble des États membres, la Commission, je pense, l'ensemble des parties prenantes au sujet, au dossier, c'était vraiment de mettre l'emphase sur la nécessité de relancer le train de l'interopérabilité. Alors, pour bien résoudre un problème, il faut bien en comprendre les causes racines. Donc, ma première priorité, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui génère ces difficultés de mise en œuvre. Et je dirais qu'il y en a essentiellement trois. Peut-être en aparté, il y a évidemment les impacts de la crise Covid, la raréfaction de la capacité de se pourvoir en puces, qui a un impact sur tout ce qui est relatif au digital, mais je pense que ces difficultés-là ont été sans doute surmontées et qu'à mon arrivée, il en demeurait trois qui me paraissaient être les plus importantes pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. La première, c'est que le niveau, je pense que le consortium qui était au service de l'agence à ce moment-là était certainement pas au meilleur de sa capacité de performance, on va le dire comme ça, et nécessitait un meilleur pilotage et une meilleure collaboration avec l'agence. Donc il y avait certainement ce premier élément-là. La deuxième était, je pense, liée à une situation assez enquistée, liée à la complexité de mise en œuvre des systèmes et à cet élément de maillage très fort entre les systèmes, à commencer par le système entrée-sortie. Et qui s'est traduit, dans les faits, par l'absence de progrès notable sur les 12, peut-être 18 mois derniers, qui s'est constatée dans l'ensemble des États membres par l'impossibilité de s'approprier le système et de commencer à travailler dessus, ne serait-ce que dans un état, on va dire, intermédiaire. Et je pense la troisième chose, c'est qu'il faut toujours regarder à l'intérieur aussi la manière dont les choses se font. Et je pense que les modes de travail qui étaient mis en œuvre, à la fois en interne et avec nos partenaires, ne permettaient pas nécessairement de tirer le plein potentiel de la collaboration entre l'agence, en interne, entre les équipes et aussi avec ses prestataires.
Et donc c'est sur la base de ces observations, si vous voulez, que ce que j'ai résolu de faire, c'est d'impulser une nouvelle stratégie que j'ai appelée stratégie de résolution, avec le soutien de la commissaire, mais aussi de la commissaire Johansson, mais aussi du conseil d'administration de l'agence dans lequel siège l'ensemble des États membres, pour pouvoir résoudre la situation et permettre de relancer le bon fonctionnement, on va dire, du développement de ces systèmes, avec un impact sur l'ensemble de la chaîne de domino. Et cette stratégie, elle répond, j'allais dire, par 3 piliers à la situation initiale que je vous ai décrite. La première, c'est de remobiliser très fortement nos prestataires, parce que le processus de sélection a, je pense, permis d'être tout à fait dans les règles d'achat public et de sélectionner la meilleure proposition. Mais une fois que cette proposition a été sélectionnée, il reste à engager et à bien travailler et à bien piloter ces prestataires et à s'assurer que sur des sujets très complexes, entre eux, la collaboration se passe assez bien. Et donc, on a beaucoup travaillé avec nos prestataires sur cette remobilisation au meilleur niveau au sein de ces organisations aussi. Et je dois dire qu'on a observé une remobilisation et une reprise d'énergie et d'engagement de leur part qui s'est traduit par le fait que les compétences engagées, le niveau d'engagement, le niveau de seniorité mobilisé sur les systèmes a été tout à fait au rendez-vous depuis que nous l'avons mobilisé, et bien sûr nous continuons à le faire, même si c'est un chemin qui est encore en cours. Donc le premier axe de travail, ça a été de remobiliser. Le deuxième, c'est de résoudre opérationnellement. Vous avez noté mon propos autour de cette situation très complexe et très intriquée. Et pour la résoudre, mon parti pris a été de dire simplifions et focalisons-nous sur un périmètre plus restreint qui va nous permettre d'apporter pour nos parties prenantes des résultats certes plus restreints, mais visibles, et qui va permettre à chacun de recommencer à travailler sur les systèmes. Donc on a travaillé sur ce qu'on a appelé un périmètre intermédiaire du système, qui a du coup permis de focaliser les efforts et de résoudre les difficultés techniques les plus fortes. Et la troisième chose, c'est de renouveler. Donc remobiliser, résoudre et renouveler. Et on a renouvelé fortement les modes de travail en interne de l'agence en adoptant des nouvelles pratiques inspirées fortement aussi des meilleures pratiques qui sont en œuvre dans l'industrie du digital, autour des méthodologies agiles, d'un esprit de collaboration plus fort, et qui nous ont permis de travailler à un rythme plus rapide. Je crois que ces 3 éléments, et je me réjouis de le partager avec vous, ont permis de débloquer la situation sur le système entrée et sortie. Et d'arriver à une situation où on a finalement dépassé le blocage et on a repris en main, j'allais dire, le développement, et donc on a une meilleure maîtrise du calendrier des travaux sur l'avancement des systèmes, et donc aussi avec les effets en chaîne sur les systèmes qui suivent. Maintenant, tout n'est pas fait, et il reste encore, bien sûr, énormément de travail. Vous m'avez interrogé sur le calendrier. Je pense qu'il y a 2 éléments qu'il faut sans doute distinguer dans la construction et la mise en œuvre des systèmes. Il y a un premier élément qui est de construire le moteur, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire de construire le système et de l'amener à un point où il est robuste, viable, sécurisé, et il permet de remplir ses fonctions. Et c'est le périmètre sur lequel se concentre l'agence, et c'est son périmètre d'action de par son mandat. Une fois ce système construit, ma proposition auprès de la commissaire et du conseil d'administration et des États membres a été de dire ce système sera mis à disposition des parties prenantes qui ont vocation à l'utiliser, et une décision devra à ce moment-là être prise sur la bonne date, j'allais dire, de mise en œuvre, qui permet d'accommoder les circonstances des États membres et permettre ainsi de distinguer une décision technique qui est de l'ordre technique et opérationnel, qui est de l'ordre du mandat de l'agence, d'une décision de nature davantage politique. Bien sûr, ces 2 éléments ont un point d'adhérence, mais la décision de nature politique est, à mon sens, hors du mandat de l'agence strictement. Sur votre question relative au système ETIAS,
Alors, j'ai fait une intervention au Conseil au début du mois de juin pour présenter l'avancée des travaux. Et la date est prise, j'allais dire, un rendez-vous a été pris avec le Conseil à l'automne prochain pour proposer un nouveau calendrier et une nouvelle marche des travaux. Donc la décision qui va permettre d'entériner le nouveau calendrier sera prise à ce moment-là. Mais entre-temps, l'agence a proposé une nouvelle approche dite par vague qui permet de manière graduelle de mettre en œuvre les différents systèmes qui constituent le train de l'interopérabilité de manière à la fois, j'allais dire, réaliste, c'est-à-dire avec une certaine maîtrise sur le calendrier, qui permet aussi de maîtriser les risques de mise en œuvre, on va dire, conjointe trop ambitieuse, et à la fois avec une évolution par vague qui permet que tous les 6 à 9 mois, une avancée réelle soit faite sur la thématique de l'interopérabilité. La première vague, c'est évidemment le système entrée-sortie, avec du coup la promesse, on va dire, d'une amélioration de la sécurité aux frontières. La deuxième vague aura vocation à mettre en œuvre le système ETIAS, avec pour le coup une amélioration de l'expérience des voyageurs au sens large, j'allais dire, aux frontières de l'Europe et à l'intérieur de l'espace. Merci. Alors, vas-y, ajoute. Nationale ou européenne? Enfin, la décision finale. En fait, la structure, si vous me permettez une petite précision technique, la structure des systèmes, elle est bipartite. Donc, il y a une composante centrale qui est le système central qui est construite par l'agence. L'agence a pour mandat, pour chacun de ces systèmes, elle a un mandat qui est un mandat réglementaire. Donc le périmètre de fonctionnalité, d'action, vous m'interrogez tout à l'heure sur le cas d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a l'un ou l'autre passeport, l'une de ces possibilités, qui sont on va dire des expressions spécifiques. Ces éléments-là sont spécifiés dans les aspects réglementaires et leur déclinaison et sont confiés comme mandat à l'agence dont la fonction est... Parce que on est d'accord, la demande, elle se fait de toute façon toujours sur le même portail et elle est examinée au niveau par les opérateurs du fichier de manière centrale. Est-ce que derrière, est-ce qu'on doit dire où est-ce qu'on va, est-ce que le voyageur doit dire où est-ce qu'il va, et est-ce qu'après c'est une décision nationale ou une décision européenne? Oui, alors le système est construit de manière européenne, il a un pendant au niveau national et c'est une décision nationale. Et donc en fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... est-ce que ça veut dire qu'il y a et donc une fois que la personne, s'il y a un refus au niveau national, une personne qui va refaire une demande en disant je ne vais pas en France mais je vais en Italie, ça va être bloqué tout de suite comme les visas? Alors, est-ce que ça va être bloqué? Ça dépendra de la décision qui sera prise. Dans chacun des États membres, il y a des équipes, y compris en France, d'ailleurs elles sont à Nantes, je les ai visitées, les équipes du SNEAV, qui en fait inscrivent au sein du fichier l'instruction qui a été faite de la demande et la décision qui a été prise. Et cette donnée va être disponible pour un prochain État membre. La décision que fera le prochain État membre appartient. Ce qui veut dire qu'en fait, les demandes ETIAS, c'est des demandes c'est des demandes, c'est comme les visas en fait. C'est à la fin, c'est la décision, c'est le pays de première entrée qui va décider. Exactement. Voilà. Non, parce que derrière, il y a la question des recours au cas où la décision est négative. Oui, tout à fait. Et donc, ce sera des recours nationaux. Le fonctionnement est très proche du système des visas. D'accord. Du visa. Et d'ailleurs, les équipes françaises qui ont vocation à travailler sur le système ETIAS aujourd'hui manipulent le système visa à des fins de montée en compétences. D'accord. On peut donc imaginer que ces procédures vont être accélérées par rapport aux procédures conventionnelles. Ça va permettre une accélération des procédures, ça va permettre un gain de temps pour les demandes. C'est tout à fait l'objectif. Pour ETIAS, là, pour ETIAS, c'est pas une accélération puisqu'aujourd'hui il n'y a rien. Mais disons que ça va permettre de fluidifier, parce qu'en arrivant à la frontière Schengen, le voyageur bona fide d'un représentant d'un pays tiers aura sa validation de pré-entrée. Et donc la validation sera accélérée, le geste de validation, j'allais dire, à la frontière sera
fluidifier et accélérer. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ce contrôle spécifique n'existe pas, mais le fait qu'il soit traité de manière digitale va permettre et qu'il soit anticipé sur le moment d'arrivée à la frontière, va permettre d'en réduire l'incidence sur le passage aux frontières. En fait, l'ESTA, ça a quand même largement accéléré les procédures par rapport à l'entrée aux États-Unis qu'on avait conventionnellement avant. Le système ETIAS est calqué. Alors, je ne sais pas s'il est calqué, mais il est proche, il est symétrique. Jean-Yves avait posé une question, notamment sur les moyens liés aux bornes. Les bornes Eurodac, là, c'est plus un sujet matériel que probablement un problème de soft, mais malgré tout, il y a quand même une difficulté d'accès. Mais je dirais, sous votre contrôle, mais je pense que c'est un sujet, pour le coup, national. Parce que les bornes d'accès sont liées à l'usage qui est fait sur le territoire. Et il y a une distinction, c'est pour ça que je faisais la précision entre système central et son pendant au niveau national. Et donc les bornes sont directement liées à l'accès au système national. Oui, mais voilà, l'agence, et je dirais peut-être heureusement, n'a pas vocation, en tout cas, elle n'a certainement pas la prétention ni les moyens de piloter de manière très fine au niveau de chacun des États membres. C'est vraiment un élément qui est... Ce qui est important, c'est d'avoir un dispositif qui n'exige pas des terminaux qui coûtent 100 000 € à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je redirais, si vous me le permettez, que l'agence du coup s'inscrit dans le mandat que ces parties prenantes dont les États membres ont voté à travers le trilogue législatif. Un petit point aussi sur la temporalité. Bon, vous avez en partie répondu, mais votre réponse reste imprécise à mon goût parce que je vous ai posé une question précise sur les Jeux Olympiques. Oui. Donc, et sur l'échéance des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut penser être prêt pour les Jeux Olympiques ou est-ce que vous considérez, et je comprends que ce soit une décision politique, mais est-ce que vous considérez qu'on est prêt, opérationnel pour les Jeux Olympiques ou qu'il ne vaut mieux pas utiliser ce système avant les Jeux Olympiques et puis laisser passer ? Je vous ai répondu de manière imprécise parce que réellement, je pense que... Mais je vais vous répondre ce que je peux. Je vais vous répondre ce que je peux. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité des Jeux Olympiques pour la France, mais de manière générale pour l'Europe, est tout à fait perçue de manière forte au niveau de la Commission, au niveau politique et en France, j'allais dire. Et il y a une bonne coordination qui est mise en place pour que la mise en place du système n'impacte pas cet événement qui, encore une fois, a une visibilité pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe. Donc, pardon ? Ça peut être l'un ou l'autre. Prenez le micro, les amis. Sur le plan technique, l'orientation est de dire qu'on fera en sorte que le système soit prêt à être mis en œuvre au moment du deuxième semestre 2024. C'est la proposition qui est faite. Et encore une fois, cette proposition n'est pas entérinée. Elle n'est pas entérinée, c'est la base de travail sur laquelle l'agence et ses parties prenantes travaillent. Une fois qu'elle sera... Voilà, donc... Je comprends que ce soit pas facile, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, de déblocages politiques. Ça veut dire que deuxième semestre, ça veut dire que le dispositif ne sera pas mis en place pour les JO. Ce qui est certain, c'est que le dispositif ne sera pas mis en place s'il a une incidence tout à fait négative sur la tenue des JO. Je pense que c'est l'assurance qu'on peut... Il y a un système qui n'est pas celui-là, mais qui est mis en place au sein du ministère des Affaires étrangères. Et si vous allez à Nantes, j'imagine que c'est les mêmes gens. Le système France Visa qui se développe depuis 18 mois, qui a quand même montré énormément de difficultés à fonctionner correctement, compte tenu de l'interopérabilité des bases qu'il consulte, ce qui est difficile pour les consulats et qui montre aussi
que probablement, voilà, si c'est les mêmes bases qui sont interrogées par ETIAS, on risque d'avoir quand même au niveau opérationnel au début quelques difficultés. De la même manière, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question sur e-Visa, c'est que quand on voit les difficultés sur France Visa en matière de mise en œuvre, alors qu'elles n'avaient pas été tout à fait prévues, je crois quand on avait vu les propositions de règlement sur ce dispositif, que la Commission n'avait pas encore tout à fait bien mesuré les difficultés de la mise en œuvre du système quand elle l'a proposé. Donc voilà, c'est-à-dire c'est après que les difficultés arrivent. Et... Oui, mais vous savez, moi je pense qu'il faut, je vais me garder une posture assez humble en fait. En fait, c'est des systèmes qui ont des composantes techniques qui en tant que telles sont complexes, mais surtout elles ont vocation à être utilisées par des opérationnels sur le terrain et pour lesquels en fait ça change très significativement les gestes métiers. Et donc il y a pour tous les systèmes, ça fait plus de 20 ans que j'observe la mise en œuvre de systèmes et depuis 10 ans d'encore plus près parce que j'en ai la responsabilité propre. Pour tous les systèmes que j'ai vu mettre en œuvre, il y a toujours une phase de rodage. Donc cette phase de rodage, elle peut être plus ou moins forte, mais il y a toujours une phase de rodage dans laquelle on affine, on ajuste, on relance des fonctionnalités qui n'avaient pas été imaginées parce que les utilisateurs sur le terrain disent bah tiens, il manque tel et tel élément, et ça permet de faire l'affinage fin entre la théorie et la pratique, j'allais dire. Voilà. Donc, prenant en compte ces éléments-là, l'assurance que je peux vous donner, et encore une fois qui est sans doute au-delà de ce qui m'est autorisé de partager, c'est que je crois que la complexité de mise en œuvre et les incidences opérationnelles que ça peut avoir, notamment sur la période des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, est tout à fait bien prise en compte dans le déploiement du système. Excusez-moi, une petite question sur le coût du dispositif. Est-ce qu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu, peut-être que ça a été évoqué, est-ce qu'on a une idée du coût? Et puis du coup, pour le citoyen, est-ce qu'on a évoqué ce que coûterait cette déclaration ETIAS? Alors, il y a un coût. De la même manière que le système ESTA, c'est le demandeur qui paye. Je ne pourrais pas vous donner la tarification précise. Je pense qu'elle doit certainement être inscrite dans le règlement. Mais il y a effectivement, comme pour le système ESTA, il y a un moment où il y a une étape de paiement qui est prévue dans le système. Concernant les moyens aussi, essayer de repréciser un petit peu parce que le rapport de la Cour européenne des comptes avait précisé en 2019, 2020, 2021 que les moyens de l'agence par rapport à ses perspectives de croissance étaient assez réduits. Bon, vous nous avez dit qu'au plan opérationnel, en ce qui concerne la cybersécurité, etc., des équipes étaient mises en place. Donc ça veut dire, et j'estime que, en tout cas j'envisage qu'en face vous ayez des moyens mis à disposition qui soient conséquents, ou alors vous vivez à moyens constants et en tirant les bouts de ficelle. Donc le fonctionnement est tel que le mandat de mise en œuvre d'un système, de son développement et de sa gestion est associé à un certain nombre une enveloppe en termes de ressources et une enveloppe financière, avec des compétences qui sont des compétences techniques jugées nécessaires pour la construction du système, mais aussi des compétences évidemment transverses, parce qu'il faut gérer de la finance, des achats publics, des ressources humaines, de la compliance, et donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont transverses, qui viennent appuyer en fait les éléments techniques, et l'enveloppe est liée au périmètre identifié dans le cadre réglementaire. Et l'agence donc met en œuvre, j'allais dire, sur un but. Pas d'inquiétude. Encore une fois, je pense qu'on peut toujours faire mieux et qu'on peut, et d'ailleurs dans le dialogue budgétaire que l'agence a régulièrement 2 fois par an, avec une révision, on va dire, de la loi de financement tous les ans,
il y a une rediscussion, qui permet un ajustement selon les nécessités identifiées. Cet ajustement, il est justifié, qui typiquement a permis l'année dernière la construction de cette nouvelle équipe de cybersécurité qui s'est justifiée par l'acuité plus forte aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans de ce sujet-là pour les activités de l'agence. Transnationale, l'équipe opérationnelle de cybersécurité, vous avez des agents de tous les... Complètement. Ah oui, c'est vraiment une agence européenne à la fois sur le site de Strasbourg et à Tallinn, sur le siège opérationnel, où il y a une représentation de toutes les nationalités, avec un équilibre auquel on veille entre les représentations des différents pays. D'accord. Est-ce que je peux me permettre d'insister un peu sur un point qui, pour moi, est essentiel sur la mise en place d'ETIAS, c'est la question des binationaux. Parce qu'il y a énormément de binationaux qui vivent dans des pays qui ne sont pas soumis à visa, européens et de nationalité du pays de résidence, que ce soit Canada, que ce soit Australie, que ce soit États-Unis, Mexique, Brésil, etc., qui n'ont pas de passeport européen. Et donc, en fait, la question que je pose, c'est est-ce que dans les questions qui seront posées, et dans la manière, l'algorithme qui sera derrière, est-ce qu'à partir du moment où une personne dit qu'elle a une nationalité européenne, parce que la question lui est posée, la réponse sera systématiquement négative, ou est-ce qu'on examinera néanmoins le dossier sur la base de ce qu'elle donne, c'est-à-dire de son passeport, de son pays de résidence, et des autres informations qu'elle donne? Parce que, suivant que c'est l'un ou l'autre, ça aura des conséquences pour des centaines de milliers de personnes, de citoyens européens qui vivent hors de l'Union et qui n'ont, dans bien des cas, pas la possibilité d'avoir un passeport européen. Alors, l'instruction du système ETIAS, elle se fait conformément, j'allais dire, à, encore une fois, le mandat basé sur le règlement européen qui instruit, qui propose l'instruction de la possibilité d'accéder ou pas au territoire. Le système ETIAS, il est plutôt orienté vers les représentants des pays tiers. Donc si c'est un représentant européen, pour répondre, en tout cas essayer de répondre de manière spécifique à vos questions, s'il est européen, il est par définition exempt de visa. Le problème, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas la capacité de prouver leur nationalité européenne. La seule chose qu'ils vont, c'est qu'ils vont la dire qu'ils l'ont. Sauf qu'en fait, quand ils arrivent en Europe, ils montrent leur passeport canadien, par exemple. Et donc, en fait, ils arrivent comme Canadiens aujourd'hui. Et ils ne pourront, la question, c'est s'ils ne peuvent plus arriver comme Canadiens, parce que la question, l'ESTA leur sera refusée parce qu'ils ont dit qu'ils ont une nationalité européenne, que ce soit française, grecque ou autre. Là, on est devant une vraie difficulté, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'en parallèle, il faut lancer une campagne d'information très très sérieuse, avec des moyens très lourds, pour permettre à tous ces binationaux qui ne pourront plus rentrer en Europe, tant qu'ils n'ont pas de documents européens, de disposer de documents européens. Et c'est des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Je ne sais pas si je serais aussi, comment dire, aussi... Voilà, peut-être qu'ils peuvent faire valoir leur nationalité, mais le sujet... Et le problème, c'est la carte d'identité. Ne serait-ce que l'obtention d'un document d'identité quand vous êtes hors de l'Union européenne n'est pas une opération simple. C'est pas une opération simple. Ce sont des pays où les rendez-vous sont impossibles. Ce sont des pays où les consulats sont à parfois des milliers de kilomètres. Et donc, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Et en plus, c'est des choses qui se... Voilà, si les personnes ne sont même pas informées, on a déjà vu... de notre côté, nous on a vu complètement embouteiller les consulats dès lors qu'il y a eu pendant quelques mois les mesures d'arrivée en Europe pour des raisons impérieuses. Toutes les personnes qui, en fait, on avait énormément de binationaux qui n'avaient pas de passeport européen et qui ne pouvaient pas rentrer en Europe parce qu'ils n'avaient pas de motif impérieux. Et donc depuis, bien entendu, ils demandent des passeports, mais ça embolise totalement les dispositifs. Et donc en réalité, c'est pas aussi simple que ça de répondre de dire il suffit qu'ils prouvent leur identité. C'est quelque chose, ça va être quelque chose qui va emboliser l'ensemble de nos représentations diplomatiques et consulaires pendant des mois ou même peut-être quelques années. Si vous me permettez, j'aurais un regard un peu différent. Je pense que le système ETIAS à cet égard ne change rien, et c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, le binational, quand il se présente à la frontière Schengen d'un État membre, il doit faire
il doit produire son identité. Alors, soit il produit son identité nationale ou il produit sa deuxième identité. Cet élément-là ne va pas changer demain. Ce que le système ETIAS va apporter, c'est qu'il va permettre de digitaliser ce processus. Mais le fait que le représentant d'un pays tiers arrive à la frontière et se voit accorder l'accès au territoire va rester similaire à aujourd'hui. Donc, voilà, donc sur votre question de la binationalité et l'impossibilité de produire la preuve de son passeport européen, je dirais que la circonstance est la même qu'aujourd'hui. Il va devoir faire la preuve de son autre nationalité, et par rapport à cette nationalité-là, le garde-frontière, pour le coup, du pays membre, va qualifier si c'est un voyageur, comme on dit, techniquement bona fide ou pas. Mais le système ETIAS en tant que tel ne va pas rajouter une complexité, il va la digitaliser. Il va digitaliser le processus. Parce que moi, j'ai compris d'un courrier avec la commissaire que les ETIAS répondraient non à une personne qui a une nationalité européenne. Dont il peut faire la preuve. S'il peut faire la preuve de sa nationalité... c'est pas une question de faire la preuve ou pas, c'est à partir du moment où il l'a. Où il déclare qu'il... S'il l'a et qu'il passe la frontière Schengen, il doit faire la preuve demain comme aujourd'hui. C'est ce qui permet de valider sa nationalité. S'il veut se présenter sur le territoire... Et en fait, aujourd'hui, il se présente avec son autre nationalité. Eh bien, demain, il peut se présenter avec son autre nationalité aussi. Et si c'est un représentant de pays tiers qui est exempt de visa, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas pour le système ESTA, cette démarche va rester similaire. Simplement, Non, justement. Enfin bon, je vous assure que non. C'est-à-dire que dans l'autre sens, si vous êtes canadien et que vous dites que vous n'avez pas de passeport canadien et que vous rentrez au Canada, on ne va pas vous le délivrer. Parce qu'en fait, on va considérer que vous êtes hors champ. Bon, on va considérer que vous êtes hors champ. Parce qu'on va vous dire, on n'a pas besoin de vous le délivrer, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et la difficulté, c'est que, en fait, voilà, il suffit, si on ne répond pas correctement aux questions, c'est aussi un problème. Ah oui, il vaut mieux, en général, répondre correctement. Donc, si on vous demande est-ce que vous avez une deuxième nationalité, même si vous n'avez pas de passeport par rapport à cette nationalité, c'est quand même mieux de répondre correctement. Même si vous pouvez jouer sur le fait que peut-être ça ne va pas s'écrire de la même manière, il y aura pas de concordance, etc. C'est quand même mieux de répondre correctement. Mais... Je perçois qu'il y a une complexité tout à fait, j'allais dire, dans un cas d'usage assez particulier. Je dirais que pour le cas majoritaire, le système ETIAS, le cas majoritaire des représentants pays tiers exempts de visa, c'est quand même, comme quand on voyage aux États-Unis, qu'on va c'est quand même le cas de figure où il n'y a pas d'opposition. Et où, en fait, le système a vocation à fluidifier et à permettre, par un pré-enregistrement qu'on a, ceux d'entre nous qui avons déjà voyagé aux États-Unis, tous pratiquer et qui voilà, dans les cas qui n'ont pas vocation à poser de problème, ne posent pas de problème pour la plupart des gens, mais qui, en revanche, permet de resserrer les mailles du filet pour les cas où on a besoin d'accentuer la sécurité et aux frontières. Oui, écoutez, merci. Merci. Et puis, peut-être qu'on reviendra vers vous. Avec plaisir. Au moment de l'installation du dispositif. Absolument. S'il est bien fonctionnel. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci, bonne journée.